Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, consultant comptable et fiscal, formateur sur le logiciel de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler des salaires et des absences dans nos entreprises. L'objectif ici est de vous montrer comment déterminer le salaire de base de vos différents employés. Notons que le salaire est négociable. Toutefois, chaque entreprise est appelée à utiliser une convention collective conformément à son secteur d'activité. Notons que nous distinguons plusieurs conventions collectives nationales. Il importe donc pour nous de savoir qu'est-ce que c'est que la convention collective. Bien, chers amis, la convention collective contient des règles de droit, du travail, à savoir contrat, congé, salaire, etc., applicables à un secteur d'activité. La convention collective définit notamment les conditions de travail, des salaires, les congés payés, les droits et obligations des employeurs et des salariés et adapte les règles du Code du travail aux situations particulières du secteur concerné. Donc voilà un peu une brève définition concernant la convention collective, chers amis. Maintenant, si nous devons aller plus loin, qui sont ceux concernés par la convention collective? Notons que lorsqu'une convention collective s'applique à une entreprise, tous les salariés de l'entreprise liés par le contrat de travail sont également concernés. Bien. Nous devons donc passer à la fixation du salaire de l'employé, notamment le salaire de base. Notons que une fois que l'entreprise utilise une convention collective, son salaire de base est fixé en fonction de sa catégorie socio-professionnelle et de son échelon. La catégorie est généralement liée au diplôme, ou bien la catégorie est liée au diplôme et les échelons sont liés à l'expérience. Nous distinguons en principe 12 catégories allant de 1 à 12. Et les échelons vont de A à F. L'échelon inférieur c'est l'échelon A et l'échelon supérieur c'est l'échelon F. La catégorie inférieure c'est la catégorie 1 et la catégorie la plus élevée c'est la catégorie 12. Nous nous posons souvent la question de savoir qui sont concernés par la catégorie 1. Quels sont les employés qui sont concernés par la catégorie 2, quels sont les employés qui sont concernés par la catégorie 3, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais donc vous expliquer en détail. Bien, en vous parlant de la classification professionnelle des employés dans une entreprise. Vous voyez un peu, chers amis. Donc, si nous devons parler de la classification professionnelle des emplois dans une entreprise, ici, là, concerne les différentes catégories allouées aux travailleurs. Notons que, comme j'ai dit de prime abord, nous distinguons la catégorie 1 à 12. Je vais commencer par la première catégorie. La première catégorie concerne en fait les travailleurs à qui sont confiés des travaux élémentaires n'exigeant ni connaissances professionnelles ni adaptation. Donc en fait ce sont généralement les manœuvres et les gardiens. Ceux-ci sont de la catégorie 1. La catégorie 2, deuxième catégorie, ce sont les travailleurs à qui sont confiés des travaux simples exigeant des connaissances élémentaires et une mise au courant rapide. Les plantons, manœuvres spécialisées. Ceux-ci n'ont également pas de diplôme. Maintenant, la troisième catégorie, il s'agit ici des travailleurs à qui sont confiés des travaux exigeant un minimum d'instruction ou de compétences acquises par la pratique. Par exemple, ceux ayant un CPE ou un First School Living Certificate. Là, ce sont les salariés de la catégorie 3. La catégorie 4, ce sont les travailleurs
possédant une formation professionnelle de base ou une compétence de même niveau acquise par la pratique. On peut également citer les diplômés, les salariés ayant un CPE, les salariés également un certificat de fin d'apprentissage. Ça, c'est ceux de la catégorie 4. On peut également citer les salariés ayant un CAP, oui, ayant un CAP ou le BPC. Non, pas de BPC, ayant un CAP, une formation professionnelle par exemple, comme le CAP, CAP en mécanique, CAP en comptabilité, CAP, bon, vous voyez un peu. Donc, c'est en fait des salariés ayant une formation professionnelle à la base. Ça, c'est ce concerné par la catégorie 4. Bon, catégorie 5. Nous avons les salariés titulaires, par exemple, d'un BPC. Ça sont les salariés de la catégorie 4. Voilà, par exemple, quelques-uns. Magasinier, secrétaire, aide comptable, mécanicien, électricien. Le CAP aussi. Ceux également qui ont le CAP, on peut les insérer dans la catégorie 4. Bien. La catégorie 6, ce sont la sixième catégorie. Ce sont les employés qui ont en fait niveau de premier avec brevet d'études du premier cycle, sans probatoire, enseignement général et technique. Bon, catégorie 6, les élèves en fait les employés qui ont un probatoire. Les employés qui ont un probatoire ou qui ont fait la classe de première, on peut les affecter à la catégorie 6. On peut citer secrétaire, sténo, aide comptable, électricien, dessinateur, calqueur, ainsi de suite. Bien. Maintenant, la septième catégorie. Septième catégorie. Ce sont les salariés qui ont au moins... Dans la septième catégorie, on peut retrouver des salariés qui ont aussi le probatoire, qui ont également le BPC, qui ont également un probatoire technique. Donc c'est vrai qu'on mélange un peu. D'autres, il y a des diplômes qui se retrouvent dans une catégorie et dans l'autre. Mais cette fiche, en fait, c'est juste à titre... c'est juste pour... En fait, c'est pour vous guider. Un salarié, un diplôme peut se retrouver dans une catégorie comme l'autre. Ce n'est pas en fait un souci. Ça veut dire qu'une personne qui a le BPC peut se retrouver dans une entreprise à la catégorie 5 ou 6, à la catégorie 5, dans une autre entreprise peut se retrouver à la catégorie 6, et une autre entreprise peut se retrouver à la catégorie 7. Donc c'est possible. Néanmoins, la septième catégorie ici, on retrouve les employés qui ont un probatoire. Et la huitième catégorie sont les employés qui ont en fait un bac ou bien un diplôme anglophone équivalent. Ou un peu. En neuvième catégorie, on a également les employés qui ont un bac, qui ont un BTS, qui ont un diplôme, d'études littéraires ou scientifiques, qui ont un diplôme d'études universitaires technologiques. Ça, c'est la neuvième catégorie. Donc, ce sont les employés qui ont un bac ou bac plus 2. Bien. Donc, on a maintenant la dixième catégorie. Ici, il s'agit en fait des salariés qui ont une licence ou bien un diplôme anglophone équivalent. Ce sont les catégories de la dixième catégorie. Notons que déjà aussi que les employés de la catégorie 1 à 6, on les appelle généralement les employés, et des salariés de la catégorie 7 à 9, ce sont les agents on peut également les appeler les agents de maîtrise, et les employés qui sont de la catégorie 10 et plus, ce sont des cadres. Donc la dixième catégorie en fait, ce sont les cadres. Licence et plus, vous voyez, licence et plus. Ok, on peut également retrouver les ingénieurs, les professeurs, les pharmaciens, les comptables, les journalistes, les chercheurs, etc. La onzième catégorie,
ce sont les employés qui, en principe, 11e catégorie, en fait, sont les docteurs. Ce sont les ingénieurs également, les docteurs, et bac plus 5 et plus. Donc, on va retrouver là les ingénieurs, les chercheurs, les professeurs, les médecins. Bien. On a la 11e catégorie. On a également, donc 11e et 12e catégorie. Passant en principe, on a 12 catégories. Bac plus 5 et plus. Donc, voilà un peu quelques détails, quelques explications concernant les catégories. Donc, en fonction du diplôme, en fonction du diplôme, en fonction du diplôme, ou bien du niveau scolaire, ou bien de la formation d'un employé, vous pouvez voir quelle catégorie vous devez l'affecter. Donc, de manière générale, la catégorie 1 à 6, ce sont les manœuvres et ouvriers qualifiés. 1 et 2, ce sont des employés qui, en principe, n'ont pas de diplôme. 3, 4, ce sont les employés qui ont un CPE ou une formation professionnelle de base. Vous voyez un peu. La catégorie 5 et 6, vous retrouvez les employés qui ont un BEPC. La catégorie 7, les employés titulaires d'un probatoire. La catégorie 8, les employés titulaires. La catégorie 7, les employés titulaires d'un probatoire ou d'un bac. Vous voyez, la catégorie 8, vous aurez les employés titulaires d'un bac ou d'un BTS. Donc, vous voyez un peu. Dans la catégorie 1 à 6, ce sont les manœuvres et ouvriers qualifiés. 7 à 9, ce sont les agents de maîtrise. Et la catégorie 10, vous avez les cadres. Les cadres supérieurs, ceux qui ont une licence et plus. Bien. Maintenant, les échelons vont de A à F. A, c'est en fait ceux qui n'ont pas d'expérience. Donc, si vous êtes jeune diplômé, une fois qu'on vous définit votre catégorie, on doit vous affecter à la catégorie. On doit vous affecter à l'échelon A. Vous voyez un peu. Ok, au fur et à mesure que les années passent, après 3 ans d'ancienneté, vous passez de façon obligatoire à l'échelon supérieur. Vous voyez un peu, au fur et à mesure. Et notons que le salaire de l'échelon B est supérieur au salaire de l'échelon A. Et le salaire de l'échelon C est supérieur au salaire de l'échelon B, et ainsi de suite. Ok. Mais si ça devient que vous obtenez un diplôme, on doit en fait vous faire passer à une catégorie conforme à votre diplôme. Donc voilà un peu l'analyse. Bien. Je vais également aller un peu plus loin en parlant. Je pense qu'avec la convention, avec le salaire, donc en fait chaque convention collective a une grille de salaire. Vous voyez un peu. Et on distingue plusieurs conventions collectives en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Vous voyez un peu. On a par exemple, je vais vous citer quelques conventions collectives. Je vais vous citer quelques conventions collectives chez les amis. On a par exemple la convention collective du secteur du bâtiment, la convention collective du secteur de la télécommunication, la convention collective du commerce, bref pour plusieurs secteurs. Donc, la grille des salaires dépendra bien évidemment de la convention collective utilisée par votre entreprise. Celui-ci, c'est la grille des salaires relative à la convention collective du commerce. Donc, si vous voulez, par exemple, une convention collective relative à votre secteur d'activité, n'hésitez pas à me contacter. Je vais devoir vous les fournir. Bien. Je vais passer un peu à l'analyse un peu plus approfondie du salaire et de ses accessoires, en me fiant à la convention collective du secteur des travaux publics, du secteur du bâtiment en fait. Vous voyez un peu. Bien, me donner un peu un instant. Ok, un instant s'il vous plaît. Un instant.
Un instant. Le salaire. Bien. Notons que les salaires sont calculés à l'heure pour les travailleurs appartenant aux catégories 1 à 6. 1 à 6. Vous connaissez déjà très bien, donc je n'ai plus à vous expliquer. Pour les catégories 1 à 6, vous savez déjà qui sont ceux concernés par la catégorie 1 à 6. Ils sont calculés mensuellement pour les travailleurs des catégories 7 à 9, c'est-à-dire les agents de maîtrise. Les paies sont établies mensuellement et tiennent compte de tous les éléments constitutifs du salaire, c'est-à-dire les primes, les indemnités et les avantages en nature, si possible. Les modalités de paiement, de périodicité du salaire et de versement d'acompte sont régies selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur et suivant le règlement intérieur. La rémunération à l'heure ou mensuelle est celle dans laquelle il n'est pas fait référence à une productivité quantitative déterminée. La rémunération est uniquement en fonction du temps travaillé. Donc, je vais un peu défiler. Je vais un peu défiler. Je vais un peu défiler également. Je pense que je vous ai parlé de l'essentiel concernant la fixation du salaire de base de l'employé. En plus de ça, l'employé devra bénéficier des accessoires de salaire, à savoir les aides supplémentaires, les primes et les indemnités. Bon, je vais chuter en vous parlant de la prime d'ancienneté, de l'avancement, de la promotion en interne et du changement provisoire d'emploi dans une entreprise par un employé, puisque ça a également un trait avec le salaire. Vous voyez un peu? Ok. Bon, déjà, notons que les heures supplémentaires, les conditions dans lesquelles sont effectuées les heures de travail en dehors de la durée normale et la majoration appliquée à ces heures, ainsi que les récupérations des heures perdues sont régies par la législation et la réglementation en vigueur. Je vais revenir dessus. Parlons de la prime d'ancienneté. Notons que le travail ayant effectué 2 ans dans la même entreprise bénéficie à la fin de la deuxième année d'une prime d'ancienneté de 4% et 2% par année supplémentaire sans plafond. Vous voyez un peu? Bien. Parlons également, je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire qu'après 2 ans dans une entreprise, l'employeur doit bénéficier d'une prime d'ancienneté qui est égale à 4% de son salaire de base. 4% de son salaire de base. Et ce taux augmentera de 2% par année supplémentaire. L'avancement. L'avancement des travail dans l'entreprise se fait par l'ancienneté, le mérite, l'expérience acquise et la formation professionnelle. L'ancienneté contemple le changement d'échelon dans une catégorie automatique après 3 ans d'activité. Ça veut dire que après 3 ans dans une entreprise, vous êtes appelé obligatoirement à passer à l'échelon supérieur. Mais l'employeur peut décider de vous faire passer à l'échelon supérieur sans attendre les 3 ans. Ça va dépendre de votre productivité. Mais après 3 ans, obligatoirement, vous devez passer à l'échelon supérieur. Notons que l'obtention d'un diplôme à la suite d'une formation professionnelle donne droit à l'avancement catégoriel correspondant dans l'entreprise. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Bien. Disons le changement provisoire d'emploi. L'incidence sur le changement provisoire d'emploi. L'incidence du salaire sur le changement provisoire d'emploi. La gestion de l'entreprise peut conduire par nécessité de services, impératifs conjoncturels ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un emploi autre que le sien, relevant soit d'une catégorie inférieure, soit la même catégorie ou supérieure. Sauf disposition plus favorable dans l'entreprise, le travailleur muté provisoirement à un autre emploi, autre que le sien, relevant d'une autre catégorie que la sienne, est soumis aux règles suivantes. Durée de remplacement. La durée maximale
placement est limité à 3 mois renouvelable une fois. L'indemnité d'affectation provisoire d'un travailleur à une autre catégorie supérieure à la sienne, si cette période est égale ou supérieure à 1 mois. L'affecté provisoire perçoit une indemnité égale à la différence entre les deux salaires. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que si on vous affecte, en fait, il arrive que vous devez prendre le poste d'un employé absent. Et qui est à une catégorie supérieure à la vôtre. En principe, de manière générale, vous devrez percevoir un salaire relatif à cette catégorie-là. Bien, je pense que l'essentiel a été dit. Bon, je vais donc chuter en vous parlant des absences. Congé, majoration, des absences au travail. Je vais vous parler des absences au travail. Notons que dans la limite de 10 jours ouvrables par année calendaire, des permissions exceptionnelles d'absence payées sont accordées aux travailleurs à l'occasion d'événements familiaux touchant son propre foyer. Dans les circonstances et conditions minimales suivantes, mariage du travailleur 4 jours. Ça veut dire que si vous devez vous marier, l'employeur a droit à vous donner 4 jours. Et ces 4 jours doivent être payés, on ne doit pas couper sur votre salaire. Mariage d'un enfant du travailleur, on doit vous donner 2 jours. Ça veut dire que si votre enfant doit vous marier, vous avez droit à 2 jours. 2 jours d'absence, c'est un droit. On ne doit pas couper ça sur votre salaire. Décès du père, de la mère, d'un enfant, vous avez droit à 6 jours. Décès du conjoint, vous avez droit à 6 jours d'absence. À ne pas couper votre salaire, on doit vous payer. Accouchement de l'épouse du travailleur, 3 jours. Si vous avez dit que si votre épouse accouche, vous avez droit à 3 jours. Décès du beau-père ou de la belle-mère, vous avez droit à 2 jours d'absence. Accouchement de l'épouse du travailleur, vous avez droit à 3 jours d'absence. Notons bien que ces jours d'absence en aucun cas ne peuvent excéder 10 jours ouvrables par année. Donc ça dépasse 10 jours, au-delà de 10 jours. Les jours au-delà de 10 jours, l'employeur a le droit de ne pas vous payer pour ces jours au-delà de 10 jours. Ça veut dire que si vous effectuez par exemple 15 jours d'absence, 5 jours, l'employeur peut décider de ne pas vous payer. Bref, la limite c'est 10 jours de manière générale. Bon, je crois que vous avez compris. Autorisation d'absence non payée. Dans la limite de 10 jours par année calendaire, délai de la route compris, des autorisations d'absence non payées sont accordées aux travailleurs à l'occasion d'événements familiaux autres que ceux énumérés à l'article 43. Ça veut dire qu'au-delà de 10 jours, on va vous accorder bien et bien ces absences. Donc au-delà de 10 jours par année, on doit bel et bien vous accorder ces absences, mais on ne doit pas les rémunérer. Je crois que j'ai été clair. Bien. Bon, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on calcule l'indemnité de fin de carrière pour un employé qui va en retraite. Vous voyez un peu. Merci.